Imaginez un instant le monde entier qui passe une petite annonce. Toute simple, hein. Garçon recherché. Ah oui. Pas pour un job précis, non, non, mais pour tout, quoi. Pour la vie. C'est avec cette image assez saisissante, je trouve, que commence un livre de conseils américains du début du XXe siècle. Intéressant comme point de départ. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans Boy Wanted, A Book of Cheerful Counsel. C'est de Nixon Waterman, publié en 1906. D'accord. Et notre source, hein, ce sont des extraits qu'on trouve sur le projet Gutenberg. C'est un recueil de conseils joyeux, c'est l'auteur lui-même qui le dit, pour guider les jeunes hommes de son époque. Et notre but ici, c'est de décrypter un peu l'état d'esprit derrière tout ça. Comment on voyait la réussite, la volonté, le caractère aux États-Unis il y a plus d'un siècle. C'est ça. Qu'est-ce que cette philosophie très marquée par son temps, il faut le dire, l'auto-assistance, l'optimisme, qu'est-ce que ça peut nous dire encore aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qui résonne encore? C'est exactement ça. Alors, allons-y, allons chercher un peu les pépites dans cette source historique. Qu'est-ce que Boy Wanted nous raconte sur comment trouver sa place, réussir sa vie, mais version en 1906, quoi. C'est parti. Alors, allons-y. Bon, dès le début, le message est waouh, très direct. Le monde a besoin, mais un besoin urgent, de jeunes hommes prêts à s'engager, à agir. C'est clair et net. Le poème qui ouvre le livre Boy Wanted, il le dit bien. Le monde veut des garçons aujourd'hui et leur offre tout ce qu'il a en paiement. Il y a cette idée, quoi, d'une opportunité énorme, enfin, quasi illimitée pour celui qui ose se lancer. Et pour la saisir, cette opportunité, il faut commencer tôt. Très très tôt même. L'auteur, il rigole pas avec ça. Ah non, Non, il cite cette anecdote un peu dure d'un médecin qui dit à une mère qui s'inquiète pour l'éducation de son fils de 2 ans, «Madame, vous avez déjà perdu 2 ans.» carrément. 2 ans de perdu à 2 ans, pff, c'est Waouh, c'est rude. c'est rude. Ou alors Oliver Wendell Holmes qui suggère que pour bien éduquer un enfant, faudrait commencer par sa grand-mère. L'idée derrière, c'est que le terrain, le terreau de la réussite, ça se prépare dès le départ. Ce qui me fascine, c'est à quel point la mentalité, l'état d'esprit est mis au centre de tout. Il y a une citation biblique qui revient comme un mantra, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Exactement. C'est central. L'esprit, il est comparé à un jardin. Un jardin qu'il faut cultiver activement. Ah, l'image du jardin. Oui. Il faut planter, entretenir les bonnes pensées, les pensées utiles, pures, constructives. Et puis, surtout, arracher sans arrêt les mauvaises herbes, les pensées inutiles, négatives. C'est un boulot constant, pour devenir, comme dit le livre, le maître jardinier de son âme. Cette métaphore, c'est vraiment la clé, je pense, de cette philosophie. La maîtrise de soi, ça commence par la maîtrise de ses pensées. Et ça a des conséquences directes sur l'action. Ou l'inaction, j'imagine. Bien sûr. Il y a ce petit poème couldn't and could, donc ne pouvait pas et pouvait. C'est très parlant. Could, lui, il réussit juste parce qu'il croit qu'il peut. Et il essaye. Son cri, c'est je peux. C'est ça. Alors que couldn't, lui, il est bloqué par son propre défaitisme. Il n'essaie même pas. La conviction intime, la simple croyance en sa capacité, ça semble être, pour Waterman, le truc décisif. Ça paraît presque simpliste, non, vu d'aujourd'hui? Bah oui, c'est vrai, ça peut sembler simpliste, mais ça montre une confiance énorme, presque absolue, en la puissance de la volonté individuelle. C'est très très typique de l'époque. D'accord. Et ça nous amène tout droit à la figure de l'homme self-made, qui est central dans le rêve américain. Le livre en parle, bien sûr, mais avec une petite nuance que je trouve intéressante. Ah oui, laquelle? Il note que celui qui échoue, bon, il a tendance à accuser le sort, le destin, alors que celui qui réussit, parfois, il oublie un peu vite l'aide qu'il a pu recevoir en chemin. Ah, c'est pas bête ça. C'est assez fin comme observation. Oui, mais au final, le critère ultime, le vrai de vrai, c'est ce que l'auteur appelle «deliver the goods», littéralement livrer la marchandise. D'accord, livrer la marchandise. Concrètement, Ben, l'idée essentielle, c'est d'être fiable, de tenir ses promesses, de produire des résultats concrets, peu importe le boulot qu'on fait. Qu'on soit poète ou simple porteur, la valeur, elle est dans cette capacité à faire, à concrétiser, être quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. C'est ça le socle du respect et du succès, selon lui. d'accord. Donc, fiabilité, mentalité positive, ça c'est la base. Mais après, le livre pose une question presque mythique, j'ai envie de dire. Suis-je un génie?
Apparemment, c'était une vraie question pour les jeunes de l'époque. Oui, visiblement. Et alors, comment il y répond, le livre? Eh bien, il démystifie pas mal, en fait, cette notion de génie. Il donne plusieurs définitions, et elles sont toutes étonnamment pragmatiques. Ah bon? Oui. La plus connue, c'est sans doute celle d'Edison, hein. Le génie, c'est 2% d'inspiration et 98% de travail acharné. Ah oui, celle-là, on la connaît. Voilà. Ailleurs, Edison parle même de transpiration plutôt que d'inspiration. Alexander Hamilton, lui, il le voit comme le résultat du labeur, oui, mais aussi d'une pensée profonde et continue sur un sujet, pas juste une illumination passagère. Donc le génie, ce serait pas un éclair venu d'ailleurs, mais plutôt une sorte d'endurance mentale? Une capacité à tenir la distance? C'est tout à fait l'idée qui ressort. D'autres penseurs qu'il cite, comme Helvétius ou Buffon, ils lient le génie à une attention continue ou une patience prolongée. Le génie, en gros, ce serait la capacité à rester focus, à persévérer, là où les autres lâchent l'affaire. D'accord. Il y a une analogie qui est faite, le génie, bon, il plante peut-être l'arbre, ok, mais c'est la patience qui l'arrose, qui le soigne jour après jour, jusqu'à ce qu'il donne des fruits. Sans cette patience tenace, l'œuvre du génie, elle reste lettre morte, stérile. Cette idée de ténacité, elle revient tout le temps, j'ai l'impression. J'ai noté ce poème, Stick to it, accroche-toi, quoi. Il utilise une image toute simple, mais assez marquante, le timbre-poste. Ah oui, le timbre. Pourquoi il arrive à destination, le timbre? Parce qu'il colle à l'enveloppe. Il reste fixé à sa tâche jusqu'au bout. C'est une métaphore super directe de la persévérance qu'il faut avoir. C'est une excellente métaphore. Et pour être sûr que le message passe bien, le livre enchaîne les anecdotes, parfois assez dingues, faut dire. Comme quoi, par exemple? Il y a l'histoire de cet étudiant chinois, complètement découragé, qui retrouve la foi en regardant une vieille femme polir une barre de fer sur une pierre. Obstinément, jour après jour, pour en faire une aiguille. Une aiguille à partir d'une barre de fer, juste en polissant. Voilà. Ou alors, plus connu, l'histoire d'Audubon, le naturaliste, des années de dessins d'oiseaux magnifiques qui sont bouffés par des rats. Catastrophe totale. Oh non. Sa réaction, il repart dans la forêt pendant 3 ans pour tout refaire. Et il se dit même qu'il pourrait faire encore mieux la deuxième fois. Mais c'est hallucinant. C'est une résilience incroyable. On a aussi l'exemple de Carlyle qui réécrit tout un tome de sa Révolution française parce qu'une domestique a brûlé le manuscrit par erreur. Oui, On sent bien que l'auteur veut marteler l'idée que les obstacles, même les plus énormes, peuvent être surmontés par la pure volonté. c'est ça. La persévérance s'est présentée comme la vertu numéro 1. Dickens s'est cité aussi. Il aurait dit que c'est son énergie patiente, continue, qui a fait son succès. Le message qui revient sans cesse, c'est « le talent seul, ça suffit pas ». C'est la constance qui gagne. D'accord. Le poème Keep Pegging Away continue de pousser. Il rappelle la fable du lièvre et de la tortue. La régularité, même lente, l'emporte sur la vitesse qui flanche. Faut avancer, toujours, même doucement, mais sans s'arrêter. D'accord. Persévérer, toujours persévérer. Mais alors, qui de l'opportunité? Est-ce qu'il faut quand même avoir une juste chance, comme dit le livre, ou naître avec la fameuse cuillère en argent dans la bouche? Comment il aborde la question des conditions de départ, tout ça? Ah, là, le livre sort l'argument massu, l'exemple ultime du rêve américain. Abraham Lincoln. À Lincoln. L'incontournable. Exactement. Sa jeunesse est décrite avec plein de détails pour bien montrer le contraste, hein. Mais dans une cabane pourrie, pauvreté noire, mère morte jeune, quasiment pas allée à l'école. 6 mois en tout et pour tout. 6 mois. Il met avec la pluie. Incroyable, cette histoire. Lincoln, il incarne celui qui réussit non pas grâce à ses origines, mais malgré ses origines. C'est la preuve absolue, dans cette vision du monde, que la volonté peut tout surmonter. Les circonstances, pas d'excuses. C'est une figure très puissante, c'est certain. Mais est-ce que cet exemple, aussi inspirant soit-il, ne masque pas un peu les difficultés bien réelles, les barrières que beaucoup rencontraient? Ça simplifie pas un peu? C'est une excellente remarque. Le livre, il est très, très ancré dans l'individualisme de son temps. Il met clairement l'accent sur la capacité d'action de l'individu. Les obstacles structurels, sociaux, ils sont à peine mentionnés, voire pas du tout. D'accord. Le message, c'est vraiment énorme. L'individu est le premier, voire le seul artisan de son destin. Et cette idée d'autonomie, elle est encore poussée plus loin, avec un poème qui s'appelle « Myself and I », moi-même et moi. Ça décrit une sorte de pacte avec soi-même, une alliance pour affronter le monde. C'est presque une déclaration d'indépendance personnelle.
Et cette indépendance, elle se manifeste par l'action, j'imagine. Faut pas rester les bras croisés. Absolument pas. L'énergie, la détermination, c'est présenté comme bien plus important que le talent brut. Il y a des citations de gens comme le Dr Arnold, Sir Thomas Buxton, qui insistent, c'est la détermination sans faille qui fait la différence entre les grands et les insignifiants. D'accord. Et il y a cette image très visuelle tirée d'un vieux proverbe. L'opportunité, elle a des cheveux devant, mais elle est chauve derrière. Chauve derrière. Oui. Il faut la saisir au vol, de face, quand elle arrive. Parce qu'une fois qu'elle est passée, c'est trop tard. On ne peut plus la rattraper. L'initiative, c'est crucial. Faut pas attendre. Et l'exemple d'Edison revient d'ailleurs là-dessus, non? Tout à fait. Seulement 2 mois d'école, on l'a dit, mais une curiosité folle et surtout une capacité à entreprendre incroyable dès son plus jeune âge. Il vend des journaux dans les trains pendant la guerre civile, il flaire le bon coup avec une nouvelle de bataille, il en vend 1500 exemplaires à prix d'or. Oui, Il crée même son propre journal. c'est ça. Le Grand Trunk Herald, imprimé direct dans un wagon, y installe même un petit labo de chimie mobile. C'est l'exemple parfait du type qui compense le manque d'école par l'ingéniosité, l'action, l'initiative. Exactement. Et la conclusion logique de tout ça, c'est qu'il ne sert à rien de se plaindre des circonstances. Il y a un poème, Right Here and Just Now, ici même et tout de suite, qui critique assez fort ceux qui passent leur temps à râler sur leur époque ou leur lieu de naissance. Genre, si seulement j'étais né ailleurs ou avant. Voilà. Et pour bien enfoncer le clou, le livre sort une liste impressionnante de personnalités parties de rien. Alors attention, il y a du monde, hein. Stephen Girard, parti avec 6 petits sous. Thomas Ball, balayeur devenu sculpteur. Horace Greeley, fils de fermier pauvre. Thorvaldsen, fils de pêcheur. Benjamin Franklin, lui, 15e enfant d'un fabricant de bougies. John Bunyan, simple rétameur. Linné, apprenti cordonnier avant de devenir le grand botaniste. George Stephenson, chauffeur dans une mine. Richard Arkwright, barbier itinérant. John Jacob Astor, colporteur. Et même Shakespeare, dont le père était peut-être cardeur de laine. Waouh, la liste est longue. Oui, le message est limpide. Votre origine, ça ne compte pas. C'est ce que vous faites qui compte. Et d'ailleurs, la section se termine par un poème qui s'appelle « Keep on trying ». Continue d'essayer, encore et toujours. Tiens, c'est un message d'une force incroyable, cette foi dans l'individu. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir autant poussé à l'effort acharné, presque jusqu'à l'obsession, le chapitre suivant met en garde contre l'excès d'effort. Trop d'efforts pour réussir est aussi mauvais que trop peu. C'est pas un peu contradictoire, ça? C'est une tension intéressante dans le livre, c'est vrai. Après avoir dit « foncez, persévérez, ne lâchez rien », Othman semble dire « hop, 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 attention quand même, trouvez le juste milieu, la modération ». Le juste milieu. Oui, c'est présenté comme le fil de soie qui traverse le collier de perles de toutes les vertus. Jolie formule citée de Bishop Hall. La santé, physique et mentale, ça doit passer avant tout. Le livre le dit assez crûment, mieux vaut un homme moyennement informé debout qu'un sage professeur alité. Faut pas se cramer, quoi. Il y a une vraie alerte contre le surmenage. Et ça vise surtout les jeunes, c'est ça, hein? Oui, il y a une critique assez vive de la pression qu'on mettait déjà à l'époque sur les enfants pour qu'ils soient précoces, qu'ils brillent trop tôt. Des penseurs comme Herbert Spencer ou Thomas Huxley sont cités pour dire que forcer les jeunes esprits, ça peut mener à un épuisement prématuré, une sorte d'ivresse mentale qui plus tard laisse place à la stupidité. Ah, carrément. Oui, il donne l'exemple amusant de Walter Scott, qui était considéré comme un cancre à l'école, mais qui est devenu un géant de la littérature. Et il l'oppose à un certain John, premier de sa classe, super brillant, qui finit juste notable local respectable. Sans plus. L'idée, c'est que le développement trop rapide, c'est pas forcément un gage de grandeur future. Faut laisser le temps au temps. L'enfance s'est vue comme le moment clé pour construire une santé solide pour l'avenir. Il y a même un poème, Making a Man, faire un homme, qui dénonce cette course à la précocité de façon assez sombre. Ça mène, dit-il, à l'épuisement nerveux et la mort. C'est fort comme message. C'est très fort, oui. Et ça nous conduit logiquement à l'importance du temps libre, non? Si on ne doit pas être tout le temps à fond, qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? Exactement. Le chapitre suivant, il s'attaque à l'excuse numéro 1 dans le monde entier. Ah, si seulement j'avais le temps. Le grand classique. Voilà. Pour Waterman, le problème, c'est pas le temps qui manque, c'est la volonté de bien l'utiliser. Il prend l'analogie du whittling. Tu sais, cet art populaire américain de tailler des petits objets en bois avec un couteau pendant les moments creux. Oui, je vois.
Un garçon peut passer des heures à faire juste des copeaux, des trucs inutiles, alors qu'un autre, avec exactement le même temps, il va créer quelque chose d'utile ou de joli. Le loisir, ça peut être complètement stérile ou au contraire incroyablement productif. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et comment on le rend productif alors, ce temps libre? Il donne des pistes? Oui, il cite un certain Marden qui a calculé tout ce qu'on pouvait accomplir d'extraordinaire avec seulement 1 heure par jour, bien utilisée. 1 heure par jour. Juste 1 heure. Maîtriser une science, devenir très cultivé, lire l'équivalent de 18 gros bouquins par an. Ah oui, quand même. Et pour bien nous motiver, il donne des exemples concrets. James Watt qui apprend la chimie et les maths pendant qu'il répare des instruments scientifiques. Darwin qui compose ses chefs-d'œuvre sur des bouts de papier dès qu'il a un moment de libre. Kirk White qui apprend le grec en marchant pour aller à ses cours. Apprendre le grec en marchant. Ou le plus fou peut-être, Hélioburite, le forgeron savant qui aurait appris 18 langues et 22 dialectes en étudiant pendant les temps morts à la forge. Mais c'est presque décourageant tellement ça paraît surhumain. Mais bon, l'idée est claire, chaque minute compte. Faut pas gaspiller. C'est ça. Saisir l'instant. Il y a un poème, Just This Minute, qui montre les conséquences parfois graves de toujours remettre à « dans une minute ». Et l'appel final de cette partie, il est d'on ne peut plus direct. C'est un autre poème qui s'appelle Do It Now. Fais-le maintenant. Exactement. Le message est simple. Le seul moment où tu peux agir, c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. D'accord. Donc, agir, persévérer, mais avec modération et en utilisant bien chaque minute. Et l'état d'esprit dans tout ça, au quotidien. Après l'effort, il faut de la joie, c'est ça? Oui, absolument. Le livre consacre tout un chapitre à la bonne humeur, à la gaieté. Cheerfulness en anglais. C'est présenté comme essentiel, indispensable. D'accord. Il y a une citation de James Allen qui compare la joie pour l'esprit à ce qu'est le soleil pour une maison. Faut que ça rentre. Robert Louis Stevenson est cité aussi. Une personne heureuse vaut mieux qu'un billet de 5 livres. C'est bien dit? La gaieté s'est vue non seulement comme bon pour soi, mais aussi comme contagieux. C'est un bienfait pour les autres aussi, comme le souligne Dickens. Ce n'est pas juste une sorte de masque social, alors. Faire semblant d'être joyeux. Non, c'est présenté comme une vraie force intérieure, qui aide à surmonter les difficultés, les coups durs, physiques ou mentaux. Il y a même un poème un peu étonnant, To know all is to forgive all. Tout savoir, c'est tout pardonner, qui suggère que la gaieté peut venir de l'empathie. Si on comprend les soucis cachés des autres, on peut pardonner leurs plaintes et rester soi-même plus serein. C'est intéressant comme lien. Oui. Et puis, il y a cette phrase de Thomas Carlyle. « Donnez-nous l'homme qui chante à son travail ». Le chant, là, c'est le symbole de cet esprit joyeux, actif, même dans l'effort. On retrouve l'opposition classique entre optimisme et pessimisme, j'imagine. Oui, tout à fait. Le livre oppose le faiseur de nuages, le râleur, quoi, à celui qui a une chanson. L'idée, c'est que croire au bien, ça attire le bien. Que l'optimisme, c'est une condition nécessaire pour réussir. D'accord. Le pessimisme, c'est décrit comme une vraie barrière, un handicap. La recette proposée dans le poème A Smile and a Task, un sourire et une tâche, elle est simple. Garde le sourire aux lèvres et toujours une tâche utile entre les mains. La gaieté est même qualifiée de vertu la plus profitable. Profitable au sens large, bénéfique pour soi et pour la société. Bon, tout ça nous amène à la question finale, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est alors le vrai succès selon ce livre? Après tous ces conseils sur l'effort, la persévérance, l'argent, c'est pas ça l'objectif ultime au fond? Il parle du vrai succès. Et là, il prend clairement ses distances avec l'idée que le succès, c'est juste accumuler de l'argent. Ah, oui. Oui. Un essayiste est cité qui dit « La richesse matérielle, ce n'est pas le succès. Ce qui compte avant tout, c'est le caractère, la valeur morale. L'homme qui ne se fie qu'à son or, il est comparé à un voyageur affamé dans le désert qui trouve un sac d'or au lieu de nourriture. Ça va pas le sauver. L'argent seul, ça ne nourrit pas l'âme. » D'accord. Donc il y a une autre dimension à rechercher, une richesse intérieure. C'est exactement ça. Il y a un poème en Getting Rich sur le fait de devenir riche qui fait très clairement la différence entre la richesse matérielle et la richesse du cœur, de l'esprit. C'est quoi cette richesse-là? C'est l'amour, la pensée élevée, la droiture, la grâce, l'amour de l'humanité. Voilà la vraie fortune selon le livre. C'est une vision plus noble peut-être? Oui. Et la conclusion du livre est assez touchante et très ancrée dans les valeurs de l'époque. L'appel final, c'est de réaliser le rêve de la mère. Le but ultime, en fait, ce serait de devenir un homme bon, honorable, droit,
avant tout pour rendre sa mère fière. C'est une fin très sentimentale, mais ça en dit long sur l'époque. Bon, si on essaye de résumer, de distiller l'essence de Bovantide en quelques points clés, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, croire en soi, en sa capacité. Je peux. Oui, Ensuite, persévérer, s'accrocher comme le timbre sur l'enveloppe. exactement. Compter d'abord sur ses propres forces, myself and I. L'autonomie. Agir tout de suite sans attendre, do it now. Trouver un équilibre aussi, pour pas s'épuiser. Et la modération, oui. Cultiver la joie, même dans l'effort. Et surtout, viser un succès qui dépasse le matériel. Un succès basé sur le caractère, sur la valeur morale. C'est à peu près ça. C'est une excellente synthèse, oui. Ce livre, c'est vraiment un miroir fascinant de l'optimisme parfois débordant et de l'individualisme parfois forcené de l'Amérique de cette époque, l'ère progressiste. On sent cette foi quasi religieuse dans la capacité de l'individu à s'élever par sa seule volonté, son travail acharné. C'est très marqué. Très marqué. Évidemment, avec notre regard d'aujourd'hui, il y a des choses qui sautent aux yeux. La quasi-absence de réflexion sur les obstacles sociaux, systémiques, l'accent mis uniquement sur les garçons, bien sûr. C'est clairement un produit de son temps, on ne peut pas le nier. Mais est-ce que tout est à jeter pour autant? Est-ce qu'il n'y a rien à en tirer aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Des thèmes comme la nécessité de la persévérance face à l'échec, la valeur du temps, de l'apprentissage continu ou l'impact de notre propre état d'esprit sur notre capacité à agir, ces idées-là, même si elles sont présentées dans un cadre idéologique qui nous semble daté, elles peuvent encore interpeller. Elles posent des questions fondamentales sur l'effort, la résilience, la définition du succès. Des questions qui restent pertinentes, je pense. Et c'est peut-être la question qu'on peut laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent, pour prolonger un peu la réflexion. Dans notre monde actuel, qui est si différent, tellement plus complexe à bien des égards, quels éléments de ces conseils joyeux, vieux de plus d'un siècle, semblent encore pertinents, voire nécessaires, et lesquels, au contraire, paraissent complètement dépassés, peut-être un peu naïfs? Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse de côté de cette philosophie du succès version 1906? Voilà, une question ouverte pour continuer à y penser après cette exploration.